Inconsciemment, la famille pense généralement « je fais quelque chose de bon pour ma fille ». Je ne lui fais pas de mal. Je veux que ma fille se marie, qu'elle trouve un bon mari. Ils veulent recevoir la virginité en dos. Car une mère qui sait qu'elle va faire du mal à sa fille ne le fera pas. Les familles pensent qu'ils font quelque chose de bon, indépendamment de ce qui se passe au moment de la mutilation. En pratique, ils savent que tout peut arriver au moment de l'ablation. La petite peut mourir, et si elle meurt, les gens pensent que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pas que c'est la façon de couper, ou le saignement, ou les infections. Les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent « je fais quelque chose de bon pour ma fille, car je veux que ma fille se marie, que ce soit une femme pure, une femme propre, une femme que la société considérera. » La famille pense de manière positive. La mutilation génitale féminine, clé pour le dialogue. De nombreuses familles pratiquent la mutilation génitale féminine chez les petites filles, pensant qu'il s'agit d'une pratique positive et bénéfique pour les filles et les femmes. Il existe plusieurs raisons à cela. Dans cette vidéo, nous présentons un résumé de certaines de ces raisons et nous donnons également des arguments pour dialoguer sur cette question et aider les familles à lutter contre cette pratique. L'ablation féminine est-elle obligatoire dans la région musulmane? Il existe aussi des ethnies qui ne sont pas musulmanes, qui sont chrétiennes, animistes, et qui la pratiquent chez les jeunes filles. Dans d'autres régions d'Afrique, ils le font, mais les gens associent cela à la religion musulmane. Et ils pensent qu'une femme musulmane doit être mutilée. C'est le concept et l'éducation qu'ils nous donnent. Ils croient que la religion dit « une femme musulmane doit l'être ». Mais ce n'est pas mentionné dans le Coran. Il n'existe aucun verset du Coran qui dise qu'il faille mutiler nos filles et nos femmes. Alors que la justification que donne le prophète Mohammed, lui, protège les femmes. Et dit qu'il ne faut pas faire de mal aux femmes. Mais les gens le lisent à leur convenance. Ils le transmettent selon leur convenance, leur bénéfice. Ils disent que la femme musulmane doit être mutilée. Ils pensent en principe que c'est une question de religion, que tous les musulmans le font. Alors, s'ils disent cela, nous disons qu'il n'en est pas ainsi. Nous sommes musulmanes, mais les Marocaines le sont aussi, par exemple. Et elles ne le font pas. Lorsque nous disons cela, ils répondent « C'est vrai ? Oui, oui. » Un jour, nous avons même apporté une vidéo d'un imam qui parlait de ce sujet pour qu'elles se rendent compte que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas la religion. On associe cela à la religion parce que, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a vu que ça se faisait et que nous sommes musulmans, c'est tout. C'est le chemin le plus facile que de dire « c'est la religion ». Et on a associé cela à la circoncision des hommes, ce qui n'a rien à voir. Pour les hommes, oui, c'est la religion, c'est obligatoire, mais pour les femmes, l'ablation ne l'est pas. Mais évidemment, comme on le fait aux hommes et aussi aux femmes, on pense que c'est la religion. Est-ce que l'ablation féminine est la même chose que la circoncision masculine? C'est mieux pour les hommes, mais chez les femmes, ce qu'on enlève, ce n'est pas la peau, c'est notre sensibilité. Ils nous l'enlèvent. Si c'était comme pour les hommes, ils leur enlèveraient également la sensibilité. Mais non, aux hommes, ils enlèvent la peau pour une question de propreté. Alors chaque fois que l'on me demande, comme pour les hommes, je dis non, c'est différent. Et alors je m'explique, car ce que nous avons, ce n'est pas de la peau, c'est la sensibilité naturelle que nous avons, et on nous l'enlève. Il est vrai que souvent, on dit que la circoncision masculine est équivalente à l'ablation.
On dit, bon, c'est la même chose que pour la circoncision chez l'homme. On fait, et même parfois ils l'appellent comme ça, la circoncision aux femmes, pour parler de l'ablation. Mais ce n'est certainement pas comparable. Ce qui est enlevé lors de la circoncision masculine, c'est un peu de peau, ce qui n'affecte ni la structure du pénis, ni son fonctionnement, ni sa sensibilité. Ce qui est enlevé dans le cas des femmes, ce n'est pas un petit bout de peau, mais le clitoris, les lèvres. On enlève diverses structures qui sont importantes pour la santé de la femme. Pour avoir une idée, si l'on faisait quelque chose d'équivalent aux parties génitales masculines, si l'on faisait au corps de l'homme ce qui est fait au corps de la femme lors de l'ablation, ce serait comme si on enlevait ou coupait le gland du pénis et le pénis se retrouverait sans gland. Ou si l'on faisait l'équivalent de l'ablation, où on ne coupe pas seulement le clitoris de la femme, mais aussi les lèvres, ce serait comme couper le gland du pénis de l'homme, l'enlever et vider le pénis de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui est enlevé dans un cas n'est absolument pas comparable à ce qui est enlevé dans l'autre. Certaines personnes pensent que les parties génitales féminines coupées sont plus propres, que la femme est plus pure. Cela se pratique car ils pensent que les organes génitaux sont plus propres, car ils ne veulent pas que ces organes continuent à grandir. La femme doit être propre. Lorsqu'elle n'a pas cette partie, le clitoris, alors cette femme est pure et digne de la famille. Ils pensent en outre que cette femme ne peut pas tromper son mari. Elle peut avoir d'autres enfants, l'enfant peut très bien naître, sans mourir, je ne sais pas. Les gens pensent cela, que c'est lié à la propreté et la pureté de la femme. Je crois que tout cela, que tu n'es pas pur ou propre, ils ne savent pas ce que sont la tradition et la religion. Ils mélangent donc beaucoup de choses. Il disait parfois qu'une femme qui n'était pas coupée ne pouvait ni prier ni aller à la Mecque. Mais il se trompe beaucoup, car en Arabie Saoudite, les femmes ne sont pas coupées. Et puis, elle parle aussi de vagin sale, l'odeur. Eh bien, si l'urine et les règles ne peuvent pas sortir correctement, au contraire, une femme mutilée peut avoir de plus grands problèmes d'odeur, pas seulement d'infection. Souvent, on dit aussi que l'ablation rend les organes génitaux féminins plus propres. On parle de propreté dans un sens parfois spirituel, religieux. En réalité, concernant les questions spirituelles ou religieuses, il n'y a pas de raison religieuse pour pratiquer l'ablation, car cette pratique n'est pas mentionnée dans le Coran. Et ce n'est pas un précepte religieux dans la religion musulmane. En revanche, il est bien recommandé de prendre soin des filles, de s'occuper d'elles et de ne pas leur faire de mal. Il est également certain que s'il s'agissait d'un précepte religieux, cela serait pratiqué dans les pays comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite qui, majoritairement, suivent la religion musulmane. Mais ce n'est pas un précepte religieux. D'ailleurs, il y a des juifs et des chrétiens qui la pratiquent. Concernant la propreté au sens physique, puisqu'on dit également parfois que l'ablation améliore la propreté des parties génitales, ce qui est certain, et que ceci n'est pas vrai non plus. Couper les organes génitaux de la femme ne la rend pas plus propre, mais c'est tout le contraire, car cela les rend davantage sujettes aux infections et à différents problèmes. Cela abîme plus la peau. Par conséquent, cela ne les rend pas non plus propres. Certaines personnes pensent que l'ablation est une tradition et devrait être conservée. Nous voulons aider notre peuple, notre pays. Mais avant, le plus important est la santé. Il faut laisser de côté ce qui va à l'encontre de la santé, que ce soit religieux ou culturel. L'être humain passe avant. Cette culture va à l'encontre de la santé des femmes. Les femmes souffrent, des filles en meurent, mais l'homme souffre aussi, car il aime sa femme et ses enfants. Parfois, la pratique de l'ablation se justifie, car on pense que cela rend les organes génitaux de la femme plus beaux. Non, moi je crois que celles qui sont coupées pensent cela et ne voient pas le sexe des autres femmes. Elles pensent toujours que ce qu'elles ont est plus beau que ce qu'ont les autres.
Mais nous savons que certaines femmes, lorsqu'on leur montre le sexe d'autres femmes, restent à regarder pour se faire une idée. Mais comme elles ne connaissent plus leur corps depuis leur enfance et n'ont parlé avec personne, chacune pense que ce qu'elle a est mieux. L'attitude de la femme, des femmes en général, pas seulement de la femme africaine, mais dans toutes les cultures, est quelque chose qu'il faut encore améliorer. Il n'est pas étrange, et c'est relativement fréquent, de trouver des femmes qui n'ont jamais regardé leur sexe, qui ne le connaissent pas, ne savent pas comment il est, même des femmes adultes qui ont eu des enfants, ou des femmes qui repoussent leur sexe ou qui perçoivent que c'est une partie du corps, de leur corps, moche et bien entendu qu'elles n'apprécient absolument pas. Dans le cas des femmes africaines, nous observons également une attitude de grande méconnaissance face à leur propre sexe. Cette attitude est peut-être favorisée par des facteurs caractéristiques propres à la culture africaine. Par exemple, la sexualité qui est un sujet très tabou duquel on ne parle pas. Les femmes ou la sexualité féminine est quelque chose de plus silencieux, dont on parle beaucoup moins puisqu'il s'agit d'une culture machiste. Tout cela se reflète dans certains commentaires, certaines questions et certaines demandes des femmes qui montrent qu'il n'est pas habituel que les femmes aient regardé ou connaissent leur sexe. Et lorsqu'elles sont mutilées, elles ne savent pas quel type de mutilation elles ont subi, quelle quantité de tissu a été enlevée ou quelles parties ont été abîmées. Elles ne savent pas non plus comment est le sexe d'une femme qui n'a pas été mutilée. Il est même habituel de rencontrer l'attitude de devoir constamment laver les parties génitales, comme si c'était quelque chose de sale qu'il faut tout le temps nettoyer. Il est également fréquent qu'elle n'ait pas l'habitude de faire des contrôles de prévention gynécologique. Tout cela favorise beaucoup de choses. Cela favorise le silence et la méconnaissance qui rendent les choses difficiles pour de nombreux professionnels qui, peut-être, pourraient les aider concernant certaines conséquences que la mutilation peut avoir sur leur santé et leur sexualité. Certaines personnes pensent qu'il est nécessaire de couper la femme pour qu'elle reste chaste, vierge jusqu'au mariage ou fidèle à son mari. La fidélité réside dans la personne, pas dans la mutilation. C'est la personne, la conscience de la personne. Si je veux attendre mon mari au lui être fidèle, si je l'aime, c'est là. La conscience est la tête de la personne. Mais ce n'est pas une histoire de mutilation. Chacun est comme il est. Il existe des femmes qui ne sont pas mutilées, qui ne sont jamais mariées et sont vierges. Elles ne se sont jamais mariées. Elles ne veulent même pas être avec un homme. Il y a des femmes qui sont mutilées et qui courent derrière les hommes. Cela dépend de chacun, de la personnalité de chaque personne. Nous sommes des êtres humains, chacun est fait comme il est. Le fait qu'une femme n'aille pas avec un autre homme ou arrive vierge au mariage n'a rien à voir avec le fait d'être mutilée ou non. Bien sûr, lorsque tu leur dis « Regarde, moi tu me connais, je ne suis pas coupée, je suis mariée et je ne vais pas avec tous les hommes que je croise. » C'est curieux, mais là, certaines femmes disent « Tiens, c'est vrai, toutes ces femmes ne sont pas, ce n'est pas... » Et d'autres femmes y arrivent par leur propre chemin, qui est, voyons voir, tu es coupée et moi aussi, et tu vas avec beaucoup d'hommes et moi non. Alors cette chose qu'on m'a coupée, ce n'est pas non plus vrai. Si on ne coupe pas les organes génitaux de la femme, le clitoris grandira comme un pénis. On dit aussi que le clitoris non coupé peut faire du mal au bébé au moment de l'accouchement ou au mari lors des relations sexuelles. Ils font cela, disent-ils, aussi pour la santé. C'est quelque chose de sale qu'on ne peut pas garder.
L'homme et la femme ne peuvent pas avoir la même chose. Une chose n'a rien à voir avec l'autre, mais ils disent que c'est quelque chose que nous avons en trop. Nous sommes nés avec, mais c'est en trop. Ce n'est pas sain. Et souvent, on dit même, pour manipuler les filles ou les femmes, en réalité, ce sont des filles quand on les mutile. Qu'on peut tuer son enfant le jour de la naissance si le clitoris le touche. Alors, c'est une partie qui n'est pas bonne du tout, soi-disant, pour nous. Je crois que ce sont des choses qui se disent. Mais si nous regardons simplement, par exemple, une femme qui n'est pas coupée, on voit qu'elle n'a pas de pénis et que le clitoris ne la gêne pas. Ce sont des choses que les gens te mettent dans la tête, mais on réfléchit peu. Tu vois ta voisine qui est comme toi et qui n'est pas coupée. C'est très facile à découvrir. Il n'y a absolument aucune autre meilleure raison pour réaliser la mutilation. Ils l'ont fait à ta mère, ils te le font aussi, comme ça tu auras un meilleur mariage. Il y a une série de mythes qu'il faut démonter et il faut les aider à comprendre. J'ai pu vérifier que les femmes comprennent très vite. À peine leur as-tu expliqué qu'elles disent c'est-à-dire que c'est un mensonge. Si le clitoris touche la tête d'un enfant, il ne va rien lui arriver. Et ce clitoris ne va pas non plus grandir. Je ne sais pas comment certaines femmes imaginent notre sexe, à nous les Européennes. Lorsqu'elles voient les photos, elles reconnaissent que le sexe est bien comme il est et qu'il n'y a aucun problème avec le clitoris. Dans certains cas, on pense que l'ablation féminine améliore la fertilité. Il n'en est pas ainsi, mais parfois, oui, on dit cela. Que si tu n'es pas coupé, ici, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Mais cela n'a rien à voir. Il faut leur expliquer que c'est pour d'autres raisons, comme les contraceptifs. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas coupées. Dans notre pays, il y a des femmes qui ne sont pas coupées et qui ont plus d'enfants que nous. Donc, voilà. Par exemple, parfois, un bébé d'1 mois se fait couper par des femmes âgées qui ne voient pas bien, qui tremblent. Comment savoir que tu enlèves seulement ce bout de clitoris? La plupart du temps, elles enlèvent beaucoup plus que ce qu'elles avaient l'intention d'enlever au départ. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'adhérence ou une coupure des organes voisins, que la cicatrice se transforme en kéloïde. C'est que ce n'est pas seulement l'ablation et rien d'autre. Beaucoup de choses peuvent arriver après, des complications postérieures à l'ablation. L'ablation féminine est-elle réellement bénéfique pour les hommes? Qu'une femme coupée ait tellement de complications qu'ensuite elle aura une mauvaise santé. Aucun homme ne le veut. Pour pouvoir décider de quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Je dis ça surtout au sujet des hommes, pour qu'ils puissent décider si cela est bon ou mauvais pour nous et pour eux. Ils doivent savoir ce que c'est. Tout d'abord, ce n'est pas bon pour la femme, mais ce ne l'est pas non plus pour lui, ni pour son futur enfant qui peut mourir. Il y a des hommes qui n'ont pas de famille parce que tous les enfants sont morts à l'accouchement ou toutes les femmes avec lesquelles il s'est marié sont mortes durant l'accouchement. Durant les relations sexuelles, même l'homme a très mal. Mais comme on n'en parle pas le lendemain, que faire? Rien, juste se taire, car il n'y a rien d'autre à faire. Même les hommes ont mal, mais ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'en avaient pas, mais maintenant si. Oui, ici les jeunes, les hommes, sont en train de changer. Dans notre pays aussi, ils sont en train de changer, car ils voient que dans cette société, on lutte pour éradiquer l'ablation. Les jeunes voient bien la relation entre la mutilation et le plaisir. Celle-ci est mutilée, celle-là ne l'est pas. Comment prennent-elles du plaisir? Les idées des jeunes sont en train de changer. Il y a des jeunes qui te disent « Je ne veux pas de fille mutilée. Je ne me mettrai pas avec une fille mutilée. Je veux une fille normale. »
Ils sont en train de changer leur puce, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, ce qu'ils leur racontaient. Ils sont en train de changer, mais notre société est encore loin d'envisager tout cela. Mais quand même, il y a des gens en contact avec la télévision ou avec les organisations qui sont là, qui changent. Je parle des zones urbaines des pays. Dans les zones rurales, c'est encore très loin de ça. La mutilation est désavantageuse pour eux aussi, car ils ne peuvent pas avoir une pénétration normale ou une relation sexuelle plaisante normale avec leur femme. Dans le cas de l'infibulation, l'orifice est très petit et beaucoup ont mal, sans parler de la douleur de la femme qui en pleure, la pauvre. Même eux ont mal. Ils ressentent une douleur physique lors de la pénétration. Alors c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, bien qu'ils ne veuillent pas le reconnaître, utilisent d'autres manières de faire ça, comme l'éjaculation à l'entrée du vagin ou la masturbation. Des choses comme ça, pour ne pas leur faire de mal à elles, ni à eux-mêmes. C'est pour cela que la nouvelle génération change. Les hommes s'y opposent un peu, car avec la mutilation, ni eux, ni elles n'éprouveront aucun plaisir. La personne la plus atteinte dans la pratique de la mutilation génitale féminine est bien sûr la femme elle-même, car sa santé et sa sexualité sont affectées toute sa vie durant. Mais les hommes ne sortent pas gagnants de la pratique de la mutilation. Souvent, les hommes ne profitent pas pleinement de la sexualité s'ils voient leur partenaire souffrir. En maintenant un certain type de relation sexuelle, ils voient que leur femme a mal. Il est évident qu'une personne prend plus de plaisir lorsque sa partenaire prend du plaisir en même temps. D'ailleurs, si ces hommes ont eu des expériences avec des femmes non mutilées, ils ont vu la différence et ont pu vérifier que lorsque la femme n'est pas mutilée, elle a plus de probabilité de prendre du plaisir. Et par conséquent, eux aussi peuvent et ont plus d'occasions de profiter de ces relations. Pour le type de mutilation 3, l'infibulation, les hommes qui ont une partenaire ayant subi une infibulation ont beaucoup plus de complications, car pour commencer, leur femme n'est pas la seule à souffrir. Souvent, ils ne peuvent pas avoir certains types de relations, par exemple la pénétration. Que dit la législation espagnole à propos de la mutilation génitale féminine? En Espagne, l'ablation, dans toutes ses variantes, est considérée comme un délit de lésion, de sorte qu'une personne qui la pratiquerait ou collaborerait à sa pratique sur une fille pourrait être condamnée à des peines de 6 à 12 ans de prison. De plus, les parents de cette fille pourraient se voir retirer leur autorité parentale. Depuis 2005, en outre, c'est un délit puni, même si ce n'est pas réalisé en Espagne, même si c'est fait dans le pays d'origine. Par exemple, si pendant les vacances, la famille part, pratique l'ablation sur la fille et la ramène en Espagne. Dans ce cas, il s'agit également d'un délit. Mais évidemment, l'idéal est que la famille soit bien informée, qu'elle reçoive des informations sur les conséquences de la pratique de l'ablation ou de la mutilation et décide d'abandonner cette pratique parce que ce n'est pas bon pour leur fille. Pas seulement par peur de la loi. Ce serait l'idéal. Que l'ablation soit évitée et qu'elle soit évitée parce que les gens comprennent vraiment que ce n'est pas bon pour leur fille. De nombreuses familles ne veulent pas couper leur fille, mais la pression est très forte. Ce dont on parle le plus ici, et même ce dont parlent le plus les femmes, c'est de rejet. Si je ne le fais pas, ils vont me rejeter. Ils vont dire « celle-ci n'est pas ». Lors du dernier cours, une femme m'a raconté « Quand je suis allée en Espagne, une fille de là-bas a commencé à dire que les filles qui viennent d'Espagne ne sont pas mutilées. » Alors cette femme a dit à la fille « Que ce soit la dernière fois que tu dises ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as regardé ma fille pour voir qu'elle n'est pas mutilée? » C'est cela qui fait peur à beaucoup de femmes. Mais moi, je leur dis que personne ne va regarder leur fille et qu'elles ne vont pas se mettre à raconter que leur fille n'est pas mutilée. C'est ma fille. Je connais les conséquences. Je ne le fais pas et voilà.
Si tu me laisses faire, je t'explique les conséquences. Et si tu veux, tu fais pareil. Je le fais, tu le fais, une autre le fait, et peu à peu, nous aurons plus de filles non mutilées. Ta fille ne sera pas rejetée, car elle ne sera pas la seule. D'autres filles ne sont pas mutilées. Alors que ce soit la dernière fois que tu me dis ça, que ma fille n'est pas mutilée, car tu ne l'as pas vue, et je ne t'ai pas dit qu'elle n'était pas mutilée. Elle dit, non, mais comme ils disent qu'en Espagne, vous ne mutilez pas les filles, elle répond, oui, mais toi et moi, nous n'avons pas parlé de cela, et moi, je ne te l'ai pas dit. Elle a laissé comme ça, elle n'est pas mutilée. Mais elle a dit, je ne vais pas permettre qu'on la montre dans le village. Non, non, je l'ai coupée. Et ma fille continue comme ça, sans que personne n'y touche. Elle a été courageuse. De nombreuses familles rentrent dans leur pays d'origine. Nous n'avons pas réussi à convaincre la famille. Ce n'est pas la convaincre, mais au fil du temps, qu'il y a un changement d'attitude. Une fois dans leur pays d'origine et n'ayant pas à revenir en Europe, si elles sont convaincues, elles mutileront leurs filles. Mais si elles sont convaincues du contraire, elles les protégeront. Nous avons parlé de cela avec des familles qui sont là-bas à l'heure actuelle, avec tous leurs enfants. Des filles qui sont nées en Espagne, qui avaient 12 ans et qui rentrent maintenant dans leur pays, car la situation économique ici n'est pas soutenable. Et qui nous ont dit, vous pouvez avoir confiance en nous, personne ne touchera ces filles. Ils savent que là-bas, il y aura des gens qui les rejetteront. Mais ils savent aussi beaucoup d'autres choses. Et ils savent également que si un homme rejette leur fille pour ça, c'est qu'il ne mérite pas d'être avec elle. Eux-mêmes ont dit tout cela. Et je crois que c'est un grand pas en avant. Ceci grâce à la médiation, à tous les professionnels qui interviennent, à toutes les personnes qui leur ont parlé de ce sujet. Je veux dire que ça ne vient pas d'une conversation d'un jour, seulement au moment où ils partent dans leur pays, mais que c'est un travail qui prend du temps. De nombreuses familles pratiquent l'ablation sur les filles en pensant que c'est bénéfique pour elles. Nous voulons tous une vie saine. Nous sommes partis de notre pays pour venir en Espagne chercher un avenir meilleur, une vie meilleure. Dans cette vie meilleure, si nous avons une mauvaise santé, que faisons-nous ? Si tu ne veux pas une vie meilleure pour ta fille, pourquoi être en Europe ? Parce qu'on est venu ici chercher un avenir meilleur. Dans cet avenir meilleur, nous devons aussi chercher ce que nous pouvons transmettre, nous qui sommes ici, à celles qui ne peuvent pas venir ici. Par exemple, la santé. C'est le plus important, car aujourd'hui en Afrique, ce qui nous manque, c'est la santé, car nous n'avons pas de moyens. Alors, grâce aux moyens que nous avons ici, nous devons en profiter, nous informer. Avec cette information, nous pouvons nous guérir sans aller chez le médecin, parce que tout d'abord, si nous abandonnons la mutilation, toutes les filles seront saines. Toutes les femmes seront saines. Mais si nous continuons à la pratiquer, nous appelons nous-mêmes la maladie, sachant très bien ce que nous faisons. Et pour celles qui ne le savent pas, que devons-nous faire ? Les informer. Mais nous essayons toujours de faire en sorte que ce soit la famille elle-même qui prenne la décision d'abandonner ces pratiques. Qu'elle soit consciente que cela entraîne de nombreuses conséquences et que ce n'est pas bon pour la santé de la femme. Nous travaillons surtout sur la prévention, car la prévention, si nous la faisons bien, va permettre d'éviter certains cas de mutilation. Par exemple, si une famille vient maintenant et dit qu'elle rentre au pays, elle va continuer à pratiquer cela, car c'est sa culture, ou la religion, ou non. Moi, je dirais à la mère, attends, réfléchis bien, ce qui t'est arrivé à toi, que ça n'arrive pas à ta fille, car nous voulons tous ce dont nous n'avons pas pu profiter, qu'au moins nos enfants en profitent. Parce que la culture qui nous est bénéfique à tous est autre chose, car celle-ci est une culture dans laquelle il n'y a ni bénéfice, ni rien du tout, seulement de la souffrance. Je ne sais pas si tu veux transmettre la souffrance que tu as subie à ta fille. Réfléchis bien, car moi j'aime ma fille, j'aime mon fils. Je veux qu'ils aient une vie saine. Ce documentaire a été réalisé par la Sexologia.com avec le soutien du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Secrétariat général de l'immigration et de l'émigration et les fonds européens d'intégration.